Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Avec vous au quotidien, l'émission qui décrypte et vous conseille sur des sujets du quotidien forcément. Alors on vous parle ce mois-ci de protection des données personnelles. Oh là, me direz-vous, sujet complexe, souvent peu compris par le commun des mortels et pourtant à l'heure de la dématérialisation de nos données, nous sommes tous concernés, nos identifiants bancaires, notre permis de conduire, nos données de santé, de plus en plus d'informations traînent entre guillemets sur le web et ce n'est pas sans danger. Pour preuve, l'actualité nous parle chaque jour de piratage, de demande de rançon, bref, mais il existe des solutions bien sûr pour protéger ces données. De qui et comment peut-on faire? C'est ce que nous allons essayer de comprendre avec nos invités qui sont déjà autour de la table. Arnaud Bétrom, bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire à Pléven dans le Finistère et en face de vous, nous avons Brice Augras, chercheur en cybersécurité et président de BZ Hunt, entreprise de hacking éthique. Alors on va expliquer tout ça, mais globalement on va dire que vous mettez à profit vos travaux de recherche et de développement pour accompagner la sécurisation des entreprises et de leurs données, bien évidemment. Alors on va commencer, si vous le voulez bien, par définir un peu les thèmes du sujet, puisque je le disais il y a un instant, c'est un sujet qui est parfois nébuleux pour beaucoup d'entre nous. Déjà, une donnée personnelle, qu'est-ce que c'est, Brice Augras ? Vous en avez cité quelques exemples, effectivement, en évoquant nom, prénom ou données de santé, coordonnées bancaires. Sur un volet purement législatif, finalement, c'est une directive qui est arrivée en 2018 qui s'appelle le RGPD, donc le Règlement général de protection des données, qui définit la donnée à caractère personnel comme étant tout type de données qu'on confie finalement dans notre usage du quotidien de ce qu'on fait d'Internet, au sens large, toute donnée qui permet d'identifier directement ou indirectement un individu. Donc typiquement, une donnée à caractère personnel, ça peut très bien juste être un nom et un prénom qui fuiteraient d'un site informatique, d'un site web qui serait piraté par exemple. Alors cela étonne peut-être, mais ces données, elles ont une valeur. Ces données, effectivement, elles ont une valeur, puisque lorsque une entité se fait pirater par des cybercriminels, l'intérêt il peut être à plusieurs niveaux, au-delà du fait de la voler dans le but de la revendre et d'alimenter d'autres réseaux d'arnaques ou de démarches d'escroquerie en ligne frauduleux. Elle se monnaie en fonction de la volumétrie, c'est-à-dire de la précision de ce qu'on a pu voler à une entreprise qui se fait attaquer, que ce soit, si on a, imaginons par exemple, nom, prénom, la carte d'identité, plus cette donnée va être complète, plus ça va faciliter certains réseaux à typiquement usurper votre identité par la suite, à souscrire à des prêts à la consommation à votre insu ou réaliser des démarches dont vous, en tant que citoyen, serez finalement les victimes. On entend souvent mes données, ça intéresse qui J'ai rien à cacher. J'ai rien à cacher. Oui, ça intéresse des gens en fait. Ça intéresse effectivement les cybercriminels et aujourd'hui le marché de la cybercriminalité malheureusement est en pleine expansion. Ça coûte de plus en plus cher à l'échelle mondiale parce qu'effectivement, il y a une impunité de fonds qui reste et qui fait qu'il continue de se professionnaliser, qu'on a un peu le jeu du chat et de la souris entre nous, défenseurs, même si notre but c'est de trouver des failles, et cybercriminels de l'autre côté. On va revenir dans un instant sur le travail de BZ Hunt, mais Arnaud Bétrom, je me tourne vers vous parce que, alors, pour le coup, les notaires, vous réceptionnez beaucoup de données à caractère personnel. Nous concernant, quel type de données alors on a bien entendu les noms, prénoms, mais il y a des choses très sensibles qu'on dépose chez le notaire. Effectivement, quand vous allez chez votre notaire, vous lui communiquez tout un tas d'informations très personnelles et très sensibles. Il faut savoir qu'il y a 20 millions de personnes qui vont chaque année dans les offices notariaux en France, donc ça fait une masse de données personnelles très importantes. Lorsque, par exemple, vous souscrivez un contrat de mariage, lorsque vous faites une donation, vous réglez une succession ou vous achetez un bien immobilier, vous allez communiquer des informations personnelles, de nom, de prénom, d'email, de téléphone, des informations qui peuvent être professionnelles, des informations qui peuvent être de type patrimonial. Donc c'est vrai que ce sont des données qui sont très sensibles. Et alors, cette question de leur protection, on imagine que forcément c'est un sujet, mais est-ce que c'est un sujet qui est pris à bras-le-corps par la profession ?
Alors c'est un sujet qui est crucial pour la profession puisque tout notre travail est basé sur la confiance que nous donnent nos clients. Cette obligation de protéger les données personnelles de nos clients, elle remonte à 1945, à l'ordonnance qui a structuré notre profession. Et puis nous agissons dans un cadre légal qui est celui initialement aussi de la loi informatique et liberté et puis du règlement RGPD qui s'impose à nous. D'accord, donc un sujet qui est pris à bras-le-corps. Oui. On verra un peu comment il se décline de manière assez concrète. Brice Augras, je parlais de BZ Hunt, entreprise donc de hacking éthique, c'est-à-dire, parce que le terme de hacker n'est pas toujours très bien connoté. Effectivement, avec l'histoire du hacking, il s'est retrouvé malheureusement galvaudé. Concrètement et de manière simple, aujourd'hui, dans une totale légalité, les entreprises font appel à nos services pour identifier les failles informatiques, concrètement les moyens de rentrer chez eux, que pourraient utiliser des cybercriminels qui sont bien distincts de ce que nous sommes, c'est-à-dire des hackers éthiques. Et dans le but de trouver les failles, de les corriger le plus vite possible et de leur expliquer comment améliorer leur niveau de sécurité global. Et on l'adapte parce que finalement, vous évoquiez effectivement le secteur d'activité des offices notariaux. Aujourd'hui, on a une conjecture où on a des collectivités, on a des entreprises du CAC 40. Donc la réponse et la mesure ne va pas être la même d'un acteur et d'un secteur à l'autre finalement. Vous parliez de collectivité, Brice, mais c'est un peu comme les entreprises, finalement. Elles ne sont pas toujours très bien protégées, leur système informatique, j'entends. Et c'est un problème que Bretagne Portes de Loire Communauté a pris très au sérieux. La communauté de communes a décidé donc de sensibiliser et de former ses agents à ce qu'on appelle donc la cybersécurité. C'est un reportage signé Claire Villalon. Protéger les données numériques des concitoyens, c'est le métier d'Yves Morel. Et cela commence par des vérifications toutes simples. Et donc je vais vérifier que vous n'avez pas de mot de passe d'affiché sur vos écrans. Ce spécialiste en cyberattaque intervient dans les collectivités. Aujourd'hui, c'est à la mairie de Bosse de Bretagne qu'il a rendez-vous. Pendant une matinée, un état des lieux est effectué avec un scan du réseau informatique. Ce scan permet d'identifier les vulnérabilités ou les failles de sécurité sur l'ensemble des moyens informatiques. Donc les ordinateurs, les serveurs, les tablettes, les smartphones, sur les périphériques également, par exemple les imprimantes. Grâce à ce boîtier, le technicien va ensuite pouvoir identifier les zones de vulnérabilité. Ce diagnostic est très recherché par les communes pour protéger au mieux les nombreuses données confidentielles des habitants. On se doit de pouvoir protéger ces données, de pouvoir les modifier ou les supprimer si nécessaire à la demande des habitants. Donc on doit répondre à cet enjeu. On doit également se protéger de la part des attaques venant de l'extérieur. Cette intervention a été réalisée à la demande de Bretagne Portes de Loire Communauté. L'ensemble des municipalités de cette communauté de communes va pouvoir bénéficier d'un audit. C'est l'entreprise Mégalis, chargée d'installer la fibre en Bretagne, qui propose ces différents parcours. Quand quelqu'un sonne à votre porte et vous demande votre numéro de carte bleue, vous ne le donnez pas, mais par contre, par un truchement assez spécial dans le monde digital, vous êtes amené à donner des informations que vous ne donnerez pas dans le monde physique. Et donc il faut absolument faire prendre conscience, et c'est un des grands axes sur lequel Mégalis travaille justement dans les offres qu'ils peuvent proposer, c'est de faire éduquer, former les élus, les agents dans les collectivités à mieux utiliser le numérique, à mieux se protéger. Et l'enjeu est de taille. Selon une récente étude, seuls 14% des collectivités en France se disent prêtes en cas de cyberattaque. Voilà pour ce reportage, Brice Augras, la dématérialisation croissante et voulue des services publics. C'est une opportunité de rêve pour les hackers non éthiques. Effectivement, il y a un confort numérique, oui. Mais ce confort numérique, au-delà de l'aspect dématérialisation, on l'a aussi accéléré avec la conjecture du Covid. On s'est retrouvé à exposer beaucoup de choses sur Internet. Et effectivement, plus on expose de choses sur Internet, en termes de services, même si c'est pour le bénéfice et les intérêts de nos concitoyens, si c'est une collectivité, malheureusement, ça peut être une porte d'entrée pour les cybercriminels qui voient un moyen de compromettre les systèmes informatiques. Avec ce chiffre qu'on entend dans le reportage, 14% seulement des collectivités se disent prêtes à affronter une cyberattaque. Est-ce que ça vous surprend et, a fortiori, est-ce que ça vous inquiète ? Alors non, ça ne me surprend plus. Au bout d'un certain nombre d'années, j'ai fini par développer un certain niveau de résilience. Par contre, effectivement, sur le ressenti qu'on a sur le terrain de se dire chaque année, c'est un peu la pire qu'on traverse. C'est difficile déjà d'avoir des statistiques viables et communicables parce que on est dans une conjecture aussi de la politique de l'autruche où tout le monde n'ose pas dire qu'il s'est fait attaquer. Oui. Donc dire il y a
tant de pourcentage de recrudescence d'actes de cybercriminalité, c'est difficile à communiquer. Par contre, vis-à-vis ne serait-ce que du nombre de coups de fil qu'on reçoit, ou la position de certains de nos clients à dire non, je ne communiquerai pas sur le fait que je me sois fait attaquer, parce qu'il y a des raisons d'image de marque derrière, ou des impacts financiers potentiels. Tant qu'on ne sera pas sorti de ce prisme-ci, effectivement, on continuera de faire ce constat d'échec et d'alimenter la cybercriminalité, puisque quand on paye une rançon, on finance ces acteurs-ci. Arnaud Bettrom, on l'entend, bon, les collectivités, des cibles de choix, certaines entreprises aussi, bien sûr. On imagine que les notaires n'échappent pas non plus à ces attaques, à ces tentatives d'attaque. Effectivement, les offices notariaux ne sont pas épargnés. Par rapport à ça, on a mis en place, alors chaque office notarial a sa propre politique. On s'appuie sur des prestataires informatiques qui vont sécuriser nos infrastructures, que ce soit les postes de travail, mais également tout ce qui est les serveurs. Donc il y a une vraie prise de conscience depuis quelques années parce qu'on est confronté, comme les établissements de santé ou les établissements bancaires et financiers, à une recrudescence des tentatives de fraude. On pourra parler des fraudes au RIB, notamment de nos clients. Comment ça se passe Typiquement, vous êtes client vendeur d'un bien immobilier, vous venez de signer votre acte de vente et puis le notaire, qui est donc le tiers de confiance, doit vous transférer votre prix de vente par virement. Si vous, donc propriétaire vendeur, avez transmis par email votre RIB au notaire, peut-être que votre email a été intercepté, votre boîte mail piratée, et que votre RIB a été falsifié, et que potentiellement le notaire est en situation de risque par rapport à un transfert de prix de vente sur un mauvais RIB. Donc vous vous préparez, vous vous formez. En fait, on parlait de facteurs humains tout à l'heure. Vous disiez il faut vraiment sensibiliser les notaires, les collaborateurs à ces questions-là pour être prudents en fait. Oui, tout à fait. On fait des audits en interne de cybersécurité. Mais encore faut-il être sensibilisé à ça et conscient de ça. On forme nos équipes par des tests grandeur nature parce qu'il y a des tentatives de fraude également par téléphone, ce qu'on appelle les fraudes au président. Donc c'est des choses très concrètes et ce sont des choses où on parlait du facteur humain tout à l'heure. Le facteur humain, c'est vraiment le maillon faible, on va dire, sur lequel il faut travailler. La fraude au président, on vous appelle et on se fait passer pour quelqu'un d'autre, c'est ça On nous appelle, on cherche à joindre le service de comptabilité ou quelqu'un qui peut faire un transfert de fonds en se faisant passer pour une personne importante. Et voilà, ce sont des scénarios auxquels on a été confrontés dans beaucoup de coins de France, je pense. Vous le dites de manière assez ouverte, mais vous l'avez évoqué, Brice, il y a une forme d'omerta, de silence autour de ces attaques. On n'aime pas trop dire qu'on s'est fait attaquer, qu'on a subi une tentative ou même une réussite d'attaque qui bien souvent coûte très très cher aux entreprises. Est-ce que ça ne pénalise pas un petit peu la lutte finalement contre ces réseaux de cybercriminels? Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des institutions, il y a quand même des structures qui existent pour essayer de lutter contre ces pirates du web. Tout à fait. Alors déjà, le financement le fait de financer et de payer la rançon lorsqu'on a une attaque de ce type-ci vient alimenter finalement ces entreprises mafieuses qui se sont professionnalisées, qui gèrent aujourd'hui des flux financiers pour certaines, très organisés à plusieurs, on parle de plus de 500 collaborateurs dans ces entreprises mafieuses, tout de même, pour les plus costauds. C'est des très très grosses entreprises qui brassent des sommes colossales du coup, en plus. Qui effectivement, de par la revente des données ou la collecte de rançon, brassent des flux financiers conséquents pour alimenter et se développer et se professionnaliser. C'est le jeu du chat et de la souris parce qu'ils ne sont pas confrontés à ce que nous, en tant que professionnels, on a en termes d'obligations législatives, juridiques, contractuelles. Donc on a un peu l'impression de courir après le vent. Par contre, à l'échelle étatique et nationale, donc aujourd'hui on a un gendarme qui s'appelle l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui justement de pair avec la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et liberté, travaillent de pair et font évoluer nos directives européennes pour re-responsabiliser les entreprises sur le fait de gérer leur sécurité. Oui, c'est-à-dire qu'elle leur dit c'est à vous de vous préoccuper de ce sujet, c'est à vous de protéger les données qu'on vous confie en fait. Tout à fait. Plus, et j'insiste dessus par rapport aux évolutions à venir sur fin 2024, également votre écosystème de prestataires de services, parce que c'est aujourd'hui l'informatique finalement au sein d'une entité, on se rend compte que c'est pas forcément que l'entité en elle-même, mais c'est des éditeurs logiciels. On prenait l'exemple des notaires, c'est-à-dire que vous travaillez avec des éditeurs qui vous fournissent des logiciels pour travailler, donc eux seront responsabilisés aussi en fait. Également, ils seront dans la chaîne de responsabilité, même s'ils le sont déjà, mais d'une manière moins drastique avec le RGPD qu'on évoquait tout à l'heure. Et pour finir aussi, ce gendarme étatique à disposition du citoyen, et si on sort du prisme du
point de vue purement professionnel pour les citoyens français en termes de sensibilisation, mais des kits de communication et de la ressource gratuite ouverte sur son site pour aller la consulter et se former finalement. Si on veut être très clair, on peut aller sur le site aujourd'hui de l'ANSSI et avoir des petites méthodos très pratico-pratiques pour le citoyen. Exactement. Pour essayer d'avoir une hygiène numérique un petit peu plus... Tout à fait, et c'est gratuit. Et vous avez également ce qu'on appelle des MOOC, donc c'est des cours que vous passez en ligne qui ont un niveau de vulgarisation très poussé pour vous permettre de vous approprier ces sujets-là. Et je pense que c'est un vrai enjeu de société dans les années à venir. Est-ce que toutes ces institutions étatiques, elles ont des moyens suffisants? Parce qu'aujourd'hui, vous disiez, on court un peu après le vent, c'est-à-dire que les pirates ont toujours quelque part une longueur d'avance, ils brassent énormément d'argent, c'est-à-dire que ça fonctionne quelque part. Donc est-ce que finalement, on est suffisamment doté ou équipé dans ces structures pour lutter contre ces cybercriminels? Ce ne sont pas que dans ces structures, même nous, en tant qu'entreprise du privé spécialisée dans ces domaines-ci, on fait face à une vraie pénurie de compétences. Vous avez du mal à recruter, hein. On a tout du mal à trouver du profil effectivement qualifié. On parle de 15 000 postes vacants non pourvus, c'est les chiffres que publie Microsoft, si je ne dis pas de bêtises, à date. Et de manière complémentaire, d'où le fond de mon message qui est, c'est un enjeu, la cybersécurité, où c'est vraiment l'humain encore du changement, et il faut finalement on arrive à le rendre suffisamment accessible et à le démystifier pour que chaque citoyen, même à titre personnel, renforce son hygiène numérique pour se protéger face à une menace qui est croissante. D'ailleurs, si des particuliers, des gens lambda comme vous et moi sont victimes de cybermalveillance, il y a une adresse mail sur laquelle on peut signaler. Ça participe aussi à aider ces institutions à lutter contre les cybercriminels. Que vous soyez professionnel ou citoyen, vous pouvez effectivement aller sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr. Donc c'est un GIP, un groupement d'intérêt public. C'est un formulaire de déclaration. Si jamais vous subissez ou votre entourage, parce que notamment je pense à la jeune population qui utilise énormément les réseaux sociaux, si c'est concernant du contenu sensible ou autour d'un sujet comme le cyberharcèlement ou des sujets lourds, la plateforme Pharos aussi est un bon allié pour signaler du contenu illicite et le faire retirer le plus vite possible des réseaux sociaux. L'information voyage très vite. On poursuit cette discussion, messieurs, dans un instant, mais tout de suite on va accueillir Vincent Lemay pour la chronique Actu de ce mois de février. Bonjour Vincent. Bonjour Aurélie. Alors, on parle prime d'activité et RSA pour commencer cette chronique actu. Alors, le montant net social devient désormais la référence. Alors, ce fameux montant, qui est affiché sur les bulletins de paie depuis janvier 2024, correspond au montant de référence qui est à déclarer par les allocataires depuis le 1er février 2024. Ça devient donc la référence pour bénéficier de la prime d'activité et du revenu de solidarité active, le fameux RSA. Le montant net social permettra de connaître par une lecture directe le montant du salaire ou du revenu de remplacement à déclarer pour bénéficier de la prime d'activité et du RSA. Voilà, alors il y a une nouvelle procédure, cette fois concernant les droits de succession. Expliquez-nous. Alors, les droits de succession, c'est ce que vous devez payer au-delà de certains abattements en fonction du degré que vous avez de relation avec la personne qui est décédée. Vous avez directement 6 mois pour les payer. Parfois, vous avez du mal à les payer en temps et en heure. Donc désormais, il serait possible de fractionner ou de différer le paiement de ces droits. C'est depuis le jeudi 1er février. Donc cette nouvelle procédure est simplifiée et clarifiée en cas de décès d'un proche. Donc le paiement des droits de succession pourra poser problème et vous pourrez désormais demander une espèce de crédit de paiement à Bercy. Alors le décret qui a été publié le 28 décembre 2023 simplifie ce process et réduit les délais de réponse du comptable public à 2 mois. Et pour finir, on parle de 2024, qui est une année de recensement. Le recensement, c'est l'INSEE qui a la main. Donc l'INSEE procède au recensement de l'échantillon, c'est à peu près 8% des logements. Donc le recensement permet de connaître la diversité et l'évolution de la population de la France. Et il se poursuit évidemment en 2024. Alors pour les communes de moins de 10 000 habitants, vous aurez jusqu'au 17 février pour y répondre, si vous êtes sélectionné. Et pour les communes de plus de 10 000 habitants, jusqu'au 24 février. La réponse au questionnaire, je vous rappelle, est obligatoire. Il est mené par les agents homologués qui disposent d'une carte officielle qui est à présenter lors de leur visite. Voilà. Et on rappelle que si vous n'avez pas reçu d'appel pour le recensement, c'est normal, puisque c'est 8% de la population seulement chaque année. Merci Vincent, vous restez avec nous pour les questions aux téléspectateurs, puisqu'il y en a quelques-unes pour vous, messieurs. Alors, faut-il accepter les cookies lorsqu'on navigue sur un site internet? C'est vrai qu'on voit beaucoup ce message affiché. Est-ce que là, du coup, il n'y a pas un risque si on accepte de donner ses données personnelles? Alors,
J'ai tendance à dire que ça dépend de chacun, puisque globalement, on a parlé du RGPD aujourd'hui. L'acceptation des cookies, c'est les entreprises qui sont mises en conformité, puisqu'elles doivent vous demander l'autorisation d'enregistrer vos données personnelles. La finalité d'usage qu'elles en font, c'est propre à chacun. C'est pour ça qu'il y a justement la CNIL qui adresse des sanctions lorsqu'il y a des manquements. Mais lorsqu'on accepte les cookies, éventuellement, je dirais, si vous le faites, moi je le refuse par défaut, parce que bien souvent, il y a du tracking publicitaire derrière. Donc si vous l'acceptez, vous pouvez utiliser des extensions sur votre navigateur qui permettent de limiter justement certains usages qui se voudraient un peu trop marketing et minimiser le risque de recevoir de la sollicitation commerciale par la suite. Disons que voilà, là c'est plus les cookies, quand on les accepte, on risque d'être ciblé et de recevoir des publicités. On accepte de confier nos données, notre comportement finalement sur le site sans connaître la finalité d'usage qui en est fait si on ne se renseigne pas. Et généralement, on lit rarement les petites lignes dans les contrats. Alors, dernière question pour vous sans doute Arnaud. Si je décède, que deviennent mes emails et toutes mes données? Ça, c'est un vrai sujet pour vous. Il y a des lois qui existent et qui cadrent un peu les choses. Alors, c'est un vrai enjeu. Le principe légal, c'est que les ayants droit, les héritiers, normalement, sur la base de leur identité et du lien de filiation qu'ils ont avec le défunt, devrait pouvoir demander aux dépositaires de ces données-là d'en faire la rectification, l'effacement ou la mise à jour. Sauf que dans la réalité, ça n'est pas aussi simple que ça. Donc il y a le règlement RGPD qui a consacré un droit à l'oubli. Droit à l'oubli numérique. Droit à l'oubli numérique de ces données-là. Certains réseaux sociaux comme Facebook ont créé ce qu'on appelle un contact légataire qui, au moment du décès, doit pouvoir mettre à jour les données ou en demander l'effacement. Il y a la loi de 2016 pour une république numérique qui a fait avancer les choses aussi en créant un droit à la mort numérique avec la possibilité pour les citoyens d'exprimer leur volonté quant à la conservation ou à l'effacement de leurs données numériques après la mort. Donc ça passe notamment par votre notaire et par un testament. Puisque c'est dans un testament qu'on va pouvoir paramétrer, on va dire, ce qu'on veut faire de ces données après la mort. Donc ça, c'est un outil qui peut être assez utile. Et on ne se doute pas en fait que c'est quelque chose qu'on peut demander à son notaire, enfin intégrer cette chose-là. Non, je pense qu'il y a une vraie pédagogie à avoir vis-à-vis de nos clients par rapport à ça, parce que ça a une vraie utilité et pour les jeunes générations aussi dans les années à venir. Je voudrais que vous nous disiez un petit mot des outils qui facilitent ces données après la mort. Vous travaillez, vous les notaires, sur un coffre-fort, c'est ça Oui, donc les notaires et notamment le notariat breton travaillent en partenariat avec des startups, avec de jeunes sociétés sur le développement d'applications et d'outils pour donc ce qu'on appelle des coffres-forts numériques qui vont permettre de son vivant de stocker des données, notamment des données sensibles. Donc c'est un coffre-fort qui est fermé par définition pendant la vie et ce coffre-fort va s'ouvrir, ce coffre-fort numérique va s'ouvrir au moment du décès pour justement faciliter la transmission des données, faciliter la succession et permettre à la fin l'effacement ou la bonne gestion des données numériques. Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, vous disiez, par exemple, si on a des crypto-monnaies et qu'on a des codes particuliers, pour pas que cet argent soit perdu, c'est important Exactement, les clés de chiffrement numérique, parfois on peut les perdre et on peut lire dans la presse de temps en temps des histoires assez rocambolesques là-dessus. Mais les coffres-forts numériques devraient permettre de solutionner cette question. Voilà, solution encore à expliciter et à explorer du côté des notaires. Je voudrais pour terminer, peut-être Brice Augras, que vous nous donniez quelques conseils pour avoir ce qu'on appelle une bonne hygiène numérique. Si on devait être très concis et précis, je crois que vous avez même un top 3. Alors, si on va faire un petit top 3, puis on va essayer également de rattacher à l'aspect données. Aujourd'hui, en tant que citoyen, si vous souhaitez savoir, déjà, vous avez le droit de contacter les entreprises. Donc, généralement, c'est une adresse DPO, le domaine de l'entreprise. Vous envoyez un mail avec votre carte d'identité, vous pouvez connaître l'usage qu'il est fait de vos données. Ça, c'est quelque chose d'important à retenir également dans le contexte du RGPD. Sur l'aspect hygiène numérique et comment on réduit le risque de se faire avoir du jour au lendemain, premier réflexe, c'est la fameuse complexité de j'essaye d'utiliser un mot de passe long et différent sur chaque site sur lequel je m'inscris. Oui, donc le mot de passe unique pour tous ces sites, ça c'est à proscrire. Oui, là c'est vraiment trop ancien. Par contre, notre gendarme étatique, comme je disais, l'ANSSI, met à disposition des coffres-forts
pour pouvoir les stocker et se décharger de la charge mentale qui, alors, j'ai mis tel mot de passe sur tel site. Donc ça complexifie finalement en cas de fuite la capacité des attaquants à venir rebondir sur tous vos services en ligne au-delà de votre messagerie et vraiment de ruiner potentiellement votre vie. Et puis après, derrière, c'est pénible, mais son poste informatique, tout ce qui contient de l'électronique, l'application des mises à jour de sécurité, parce que c'est de la responsabilité de ceux qui les fabriquent, et les volumes de failles qui sortent par mois sont colossaux. Donc c'est quand il y a une mise à jour qui est proposée. Il faut la faire. Même si c'est le lundi matin que la réunion démarre dans un quart d'heure, il faut la faire. Il faut faire cette mise à jour de sécurité. Le temps a filé très vite, c'est un sujet passionnant dont on reparlera ici dans cette émission d'Avec vous au quotidien. On espère vous avoir apporté quelques clés, quelques indications. Merci à tous les trois pour y avoir contribué. Je vous dis à très bientôt le mois prochain, tout simplement, pour un nouveau numéro d'Avec vous au quotidien.